Elle est particulière pour deux choses, parce que dans la vraie vie, c'est un peu le passage pour moi du bac à l'université, donc c'est un peu le passage à l'âge vraiment adulte dans des conditions un peu bizarres de violence urbaine. Et 94, elle est, après 93-94, c'est là où on atteint un peu le climax de la violence et qui va exploser dans les années 95, 96, 97 avec les massacres de civils, etc. 93-94, c'est l'explosion du terrorisme urbain à Alger, dans les grandes villes, dans les banlieues. C'est les voitures piégées. Et là, ça a été une accélération très très rapide. Après les premiers coups de 92, qui était le départ un peu de la violence islamiste, de la contre-violence, où on ne savait pas où ça allait en fait. On avait des doutes en se disant peut-être que ça va s'arrêter quelque part. Mais l'assassinat de Boudiaf en juin 92 nous a expliqué qu'on allait rentrer dans le tunnel. Effectivement. Et 94 a été une année particulièrement difficile à Alger. Beaucoup d'assassinats de journalistes, d'intellectuels, par exemple, de professeurs, d'enseignants, de correcteurs dans les journaux, de policiers, beaucoup de policiers, énormément. C'était une moyenne de 2-3 policiers par semaine, rien qu'à Alger Centre. Je ne parle pas d'Alger, le Grand Alger. Les voitures piégées, c'était quelque chose, c'est une explosion de violence vraiment, vraiment incroyable cette année-là. Et c'est là où on a commencé aussi à parler de l'armement des civils. Ça, c'était un nouveau basculement. Ça a commencé petit à petit en Kabylie dans les villages, où les gens sont réarmés pour se protéger parce qu'ils sont isolés, ils sont abandonnés par l'État, etc. Et c'est à partir de 94 où cette idée a commencé à rentrer dans la tête des gens, parce que c'est très difficile d'imaginer que des civils allaient être armés en Algérie. Et on a fini dans les années 2010 avec 500 000 civils armés quand même. Je crois qu'il y a Montalban qui disait que un pays qui a vécu une guerre civile ou une guerre interne ne peut donner que trois résultats. C'est l'exil, la mort et la folie. Il parlait déjà de l'Espagne de 36. Et c'est aussi vrai pour nous ici, parce que être confronté à une telle violence, si tu ne fuis pas le pays, tu te fais ou tuer, ou tu commences à perdre les pédales, parce que vivre, vivre tout le temps dans la violence, essayer d'en sortir, c'est assez déstabilisant pour l'esprit humain qui voit tout ça et qui en plus ne comprend pas. C'est ça qui est terrible. Et ce qui est encore plus terrible pour les gens sur le point de la santé mentale, c'est de se dire on va survivre et tenir à des choses, pendant des choses très dures pour un meilleur après, ou un minimal meilleur. Mais quand ils voient que ça peut revenir à n'importe quel moment, c'est vraiment un traumatisme assez violent. Moi, je connais des histoires d'Algériens, par exemple, qui ont fui ici les années 90 et se retrouvent dans la France d'aujourd'hui avec les attentats et qui ont vécu de loin les attentats. Ils sont complètement retraumatisés une deuxième fois. Comment les Algériens ont vécu ici les attentats ailleurs, que ce soit en Afghanistan, en Égypte ou en France. Donc, il y a toujours on est toujours sur la corde raide par rapport à ça. Et quelque part, toute cette violence latente qu'on ne comprend pas très bien dans les écoles en Algérie, l'explosion des violences contre ascendants, qui est un nouveau phénomène en Algérie, à l'intérieur des familles. Euh, Tout ça, beaucoup de gens disent que c'est une manière d'exprimer quelque chose qui ne va pas très bien chez nous. Il y a, il y a un rouage qui a été cassé quelque part et on n'arrive pas à le retrouver et à le réparer. Il y avait beaucoup d'enfermement. Il y avait l'enfermement parce que les gens ne pouvaient pas quitter le pays facilement. Alors, il y a toute la question des visas, des frontières, des horizons bouchés. Déjà, on est enfermé. Il y a l'autre enfermement, c'est que les gens ne pouvaient pas bouger d'une ville à une autre facilement, parce que les routes étaient dangereuses à cause des faux barrages des terroristes. On peut se faire tuer même en journée sur une grande route. Et tu avais l'enfermement même au sein même des villes, des quartiers, parce qu'à partir de 16h, 17h, certains quartiers, pas tout l'Algérois, mais certains quartiers de la banlieue étaient quasiment interdits aux gens. Ça veut dire que tu avais les terroristes barbus qui se promenaient dans certains quartiers pour tuer ou punir les gens qui étaient dehors après 16h, 17h. Il imposait une sorte de couvre-feu. Donc c'est vraiment un emboîtement d'enfermement à l'échelle nationale, on va dire,
pour les choses un peu pompeuses, jusqu'à l'échelle du tout petit quartier. Donc c'est pour ça qu'il y avait ce côté un peu d'enfermement, et tous les Algériens vivaient ça comme ça, comme étant un enfermement. D'où ce sentiment aujourd'hui, que ce soit officiel ou chez les Algériens, on en veut énormément à l'étranger pour ça. Parce qu'ils ont rajouté une couche d'enfermement sur l'enfermement qu'on vivait déjà en Algérie. C'est une ville, c'est pas un quartier, c'est une ville. C'est ça que les gens d'Alger oublient souvent. Là, parce que, je suis originaire de là-bas, même toute ma famille. Et comme moi, je m'intéresse beaucoup aux mythes urbains et aux légendes urbaines, etc., c'est un foyer aussi de tout ça, parce que c'est une ville périphérique d'Alger. Donc c'est une ville qui a toujours été contre Alger. Il y a beaucoup d'anecdotes de football et tout, parce que le club Harachi, quand il fait des matchs ici à Alger, c'est suce au sauvage, la périphérie attaque. C'est très intéressant de voir ces rapports de force entre la périphérie et Alger. Et aussi parce que, objectivement parlant, cette ville, c'est un peu la frontière entre Alger et la grande périphérie sud. Donc là où il y avait vraiment tous les maquis terroristes. Donc le Haraj était un peu la zone tampon entre la citadelle algéroise, dont la protection était un véritable enjeu politique et diplomatique pour les autorités d'Alger, parce qu'il ne fallait pas que Alger soit touché par le terrorisme. Jusqu'à aujourd'hui, si on étudie l'emplacement des barrages policiers, ils sont exactement à la frontière entre Harach et Alger. C'est Caroubier, Usende, Belcourt, etc. On ceinture Alger, on protège Alger. Le reste, c'est pas important, parce que c'est de la population qui n'est pas importante au point de vue, on va dire, de la représentation à l'international et tout. Mais il fallait qu'Alger soit protégé. Donc, Harach est une véritable scène de guerre, tout le temps. Mais à côté de ça, c'est une ville qui est très attachante parce qu'elle a ses boxeurs, elle a une vieille histoire du Chabé, une citadinité, une fierté, c'est un peu les voyous nobles de la zone algéroise, etc. C'est une ville très ancienne aussi, de par son marché, voilà, donc tout ça a créé une sorte de... Et c'était vraiment une zone noire, que ce soit dans la littérature ou même dans les médias, parce qu'on en parle parce qu'il y a la prison, parce qu'il y a des malfrats, parce que l'Oued Harrach a fait des dégâts, etc. Mais on ne parle jamais de l'histoire vraie de ce quartier qui est... moi j'en parle dans le livre, mais elle mériterait d'autres livres, elle mériterait des projets photos, des scénarios de films, etc. C'est une ville assez attachante aussi, parce qu'elle est très rebelle aussi. Il y a déjà du vécu à l'intérieur, ça veut dire si je parle de l'intérieur d'un commissariat à Alger, je sais très bien de quoi je parle parce que moi aussi je connais comment ça se passe à l'intérieur, comment ça se passait à l'intérieur dans les années 90. Surtout, ça n'a plus grand chose à voir avec ce qui se passe aujourd'hui et tant mieux. Après, moi, à côté du vécu, moi j'ai ma propre culture où j'ai beaucoup travaillé sur les sécuritaires au début des années, fin des années 90, début des années 2000, avant que ça me fatigue réellement, parce que l'information sécuritaire c'est très, très fatigant et très harassant. Donc voilà, il y a du vécu, il y a du documentaire, mais aussi il y a une curiosité de ces mondes-là, du fonctionnement sécuritaire. Et en plus, on peut mythifier beaucoup de choses à l'intérieur, parce que comme eux, ils vivent dans des mythes, donc rajouter du mythe sur du mythe, ça peut créer aussi de nouvelles légendes un peu bizarres, tu vois. Par exemple, si on n'a pas accès aux services secrets, mais imaginez comme eux-mêmes se montrent le bourrichon sur une question de paranoïa, de se cacher, de se mettre. C'est pour ça que j'ai imaginé cette histoire du yacht au fin fond de la baie d'Alger où deux généraux se cachent là-bas pour gérer tout, parce qu'ils sont parano contre leurs propres armes, etc. C'est, c'est parce que cette paranoïa existe réellement, mais je voulais pousser le mythe un peu plus loin. Et le reste, voilà, c'est beaucoup de vécu et beaucoup de documentation aussi, de curiosité, la troisième des choses.